Dans cette deuxième vidéo, on va voir quelques distributions classiques de courant qui créent des champs magnétiques et quelle est la structure générale de ces champs magnétiques. Le but, c'est pas de faire une approche très quantitative, même si on verra quelques formules, c'est que dans votre tête, il soit relativement clair que quand vous avez un courant comme ça, le champ magnétique est à peu près comme ça. Voilà, pour avoir au moins des bonnes idées de structure afin de ne pas raconter n'importe quoi derrière. La première règle qui va nous permettre de lier le courant au champ magnétique créé, ça va être la règle de la main droite, qu'on a déjà vue. Et en fait, elle s'applique bien pour le champ magnétique, parce qu'il y a un produit vectoriel en fait derrière, mais le produit vectoriel, on ne va pas le voir, il est caché dans une formule qui est hors programme. Nous, on va simplement admettre le résultat qui est important, et qui dit la chose suivante. Lorsqu'un champ magnétique est créé par un courant filiforme, donc dans un fil quelconque, la direction du champ B au voisinage du fil, là on ne parle pas du champ magnétique général si la structure est compliquée, mais au moins au voisinage du fil, c'est toujours en fait une structure d'enroulement où les lignes de champ magnétique s'enroulent autour du conducteur. Et c'est défini en fait par le dessin que vous voyez là, avec la main droite, le pouce qui indique la direction de I, donc le sens de I avec I positif, et là ça va vous donner les autres doigts, le sens de B positif autour du conducteur. Voilà, donc ça vous donne finalement le sens de B, et vous pouvez avoir les lignes de champ magnétique qui ont cette allure-là. Alors ça c'est pour un simple fil qui va tout droit, évidemment ça ne s'arrête pas ici, sinon le courant il ne pourrait pas continuer, mais c'est une portion de conducteur, et localement ça ressemble à ça. Donc voilà la première règle qu'on pourra utiliser pour déterminer la règle d'un champ magnétique. Alors précisément, lorsque le champ magnétique est réellement créé par ce qu'on appelle un fil infini, voilà, donc représenté en fait sur le dessin en dessous par ça là, un fil. Évidemment, il va, on va dire à l'infini en bas et en haut. C'est une modélisation bien sûr. En réalité, c'est pas infini, mais on suppose que la distance ici est suffisamment grande devant le diamètre du fil pour considérer qu'il est rectiligne et infini. Et les lignes de champ en fait sont des cercles, c'est-à-dire que l'intensité du champ ne dépend que de la distance au fil. En plus, le champ, il est suivant Eθ, où Eθ est le vecteur en coordonnées cylindriques, qui est le vecteur orthoradial. Ça indique bien qu'on a un champ magnétique ici qui est toujours dirigé selon les lignes de champ, donc selon la tangente au cercle en chaque point. On peut dire en termes de physique qu'on a finalement le champ B qui tourbillonne autour des courants, et il ne tourbillonne pas dans n'importe quel sens, c'est encore une fois donné par la règle de la main droite. J'ai représenté un I positif ici, si c'était un I négatif, ce serait dans l'autre sens. Mais avec ce I-là positif, on a des lignes de champ dans ce sens-là. La formule, c'est celle-ci, μ0, alors μ0 c'est la permittivité magnétique du vide, c'est une constante fondamentale de la physique qui a une certaine valeur, elle est tabulée. I, je crois que je sais plus si j'en parle dans la vidéo précédente de ce μ0, mais en tout cas, elle est tabulée. Et I, c'est l'intensité du courant. Et ensuite 2πr, avec R, la distance au fil, qui est représentée ici. Et donc le point M, en lequel on calcule le champ B, c'est celui-là, donc avec R, et Eθ, qui est encore une fois le vecteur orthoradial. Donc vous voyez, ER, il serait ici, et Eθ serait comme ça, ce qui indique bien finalement un champ orthoradial, donc ça fait des lignes de champ qui sont des cercles. Si on regarde comment décroît le champ magnétique en fonction de la distance au fil, voilà, j'ai pris quelque chose de concret pour tracer sous Python, mais évidemment ça dépendrait de l'intensité dans le fil. Alors avec un fil parcouru par 1 ampère par exemple, on peut se demander quel est le champ magnétique à, par exemple, 5 cm du fil. Vous voyez qu'à peu près 5 cm, ça fait 5 microtesla. Alors le microtesla, si vous vous souvenez, c'est environ 10 fois moins que le champ magnétique terrestre. Donc un simple fil ne peut pas créer un champ magnétique très intense. Vous voyez que même à 5 cm d'un fil parcouru par 1 ampère, ce qui commence à faire beaucoup, le champ magnétique est faible en fait. Donc c'est pas avec un simple fil qu'on va pouvoir créer des champs magnétiques intenses. Vous vous en doutez, ce sera avec des choses un peu plus compliquées. Si on prend une autre distribution maintenant, qui est la spire. Une simple spire, donc un cercle conducteur parcouru par un courant ici, avec l'avant de la spire ici en très plein et l'arrière en pointillé, va créer un champ magnétique dans l'espace. Alors dans tout l'espace, ce serait une structure un peu compliquée, on va en dire plus tard. Par contre, on va s'intéresser seulement pour l'instant au champ magnétique créé sur l'axe de la spire. Donc voilà, sur l'axe ici.
Et ce champ-là, il a une expression assez simple en fait. C'est mu0, I, où I est l'intensité dans la spire, sur 2R, où R est le rayon de la spire, fois sinus cube de alpha, avec alpha cet angle-là, sachant que M c'est le point où on cherche le champ magnétique, et alpha c'est ça, donc défini par voilà, une extrémité de la spire, et puis le point M. Donc voilà, a priori ça dépend de alpha, alors alpha évidemment dépend de la position du point M sur l'axe, hein. Et si on trace finalement le champ magnétique en fonction de la position du point M sur l'axe, c'est-à-dire en fonction de Z, en remplaçant alpha parce que ça vaut en fonction de Z, eh ben on a, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors ça ressemble à une courbe d'épidémie, mais ça n'en est pas une. On voit souvent ces courbes-là en ce moment, mais en réalité c'est simplement une courbe de champ magnétique, la norme du champ magnétique sur l'axe. Alors en plus la direction là, on admet qu'elle est vraiment collinéaire à l'axe, et puis dans ce sens-là, alors dans ce sens-là, c'est pas tout à fait évident, mais vous pouvez le trouver avec la règle de la main droite également. Parce que si vous regardez comment va être, vous voyez, au voisinage par exemple de ce point-là, le champ magnétique, appliquez la règle de la main droite avec le pouce qui indique le sens de I, le champ B, puis vous allez voir que le champ B à l'intérieur de la spire, bah forcément, il va de la gauche vers la droite ici avec I positif. Vous pouvez faire ça comme ça. Une autre méthode, c'est directement de parcourir la spire avec sa main, donc avec les doigts de la main, c'est I ici, et le pouce indiquera le sens de B, mais ça peut être un peu trompeur parce qu'il indique le sens de B que à l'intérieur de la spire. À l'extérieur, ce sera l'inverse. Voilà, donc si vous ne voulez pas vous tromper, eh ben vous faites, vous voyez, le pouce c'est I, vous regardez comment les lignes de champ tourbillonnent autour de ce point-là, et vous en déduisez que forcément le champ B à l'intérieur de la spire doit aller de la gauche vers la droite. Voilà, donc champ magnétique maximum en haut, hein, on s'en serait douté évidemment, plus on s'éloigne, plus le champ magnétique est faible. Donc voilà la structure. Alors c'est pas qu'elle soit intéressante en elle-même, mais c'est que c'est en fait un élément de base des bobines, les spires. Donc voilà, connaître le champ magnétique créé par une simple spire peut avoir un intérêt. Et on arrive au dispositif qui est surtout utilisé pour créer des champs magnétiques en fait, le solénoïde. Alors, le modèle qu'on va utiliser ici, c'est ce qu'on appelle un solénoïde infini, mais les solénoïdes sont jamais infinis, hein, c'est un modèle physique dont je vais vous parler. Donc, qu'est-ce qu'on dira, enfin, comment on la qualifiera un solénoïde d'infini si sa longueur, donc sa longueur totale, est très grande devant le rayon de sa spire, alors de ses spires en fait, parce que très souvent ça a une structure cylindrique comme ça. Et donc, autrement dit, si la longueur est très grande devant le rayon, et puis un facteur 10, ça suffit, hein, et les spires sont suffisamment serrées parce que sinon, c'est pas vraiment un solénoïde. Donc si on a ça, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le modèle du solénoïde infini. On va admettre que le champ magnétique créé par un solénoïde infini parcouru par une intensité I est pratiquement uniforme à l'intérieur de celui-ci. Donc ça se traduit en particulier par le fait que les lignes de champ magnétique, ici représentées en bleu, sont toutes parallèles entre elles, pour dire que le champ B il a la même direction partout. Et vous allez voir en deuxième année que le fait qu'elle soit régulièrement espacée, ça a un lien avec le fait que la norme du champ B en fait est toujours la même, partout à l'intérieur du solénoïde. Donc on a vraiment un champ B uniforme dans cette zone-là, autrement dit à l'intérieur du solénoïde. Par contre, dès qu'on sort du solénoïde, bah, les lignes de champ s'évasent, donc on n'a plus un champ uniforme. Il faut vraiment être à l'intérieur du solénoïde, à l'intérieur de la bobine, pour pouvoir dire qu'on a un champ uniforme. La formule qui permet de définir le champ magnétique créé par un solénoïde infini est relativement simple. C'est la seule que je vous demande de retenir par cœur cette année et que le programme demande de retenir parce qu'on va s'en servir plusieurs fois et l'année prochaine ce sera une formule absolument essentielle. La formule est la suivante. Le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde, c'est mu0 ni sur L fois EZ. Alors parfois on met mu0 petit ni avec petit n qui vaut grand N sur petit l. Alors qu'est-ce que c'est grand N? C'est le nombre de spires, et petit l, la longueur du solénoïde. Donc petit n, c'est simplement le nombre de spires par unité de longueur. Si vous avez, je sais pas moi, 500 spires par mètre, eh bien, voilà, petit n, c'est 500 par mètre, donc 500 mètres moins 1. Voilà le champ magnétique créé à l'intérieur d'un solénoïde infini. Donc on retrouve le mu0 à chaque fois, et puis après c'est I sur une longueur au niveau de la dimension. Enfin, on va voir comment créer un champ magnétique uniforme de façon générale. En physique, on est très intéressé par les champs magnétiques uniformes
Parce que quand on a besoin de contrôler un paramètre expérimental comme le champ magnétique, s'il a une structure très complexe avec des lignes de champ qui s'évasent, voire un champ magnétique qui décroît dans l'espace, ça peut poser quelques problèmes expérimentaux. Donc si on veut un champ magnétique uniforme, il y a plusieurs méthodes. La première, eh bien, on vient de la voir, hein, c'est le champ magnétique créé par un solénoïde assez long, ou un solénoïde infini. Le champ à l'intérieur est presque uniforme et l'intensité de ce champ est facilement réglable grâce à l'intensité. Donc finalement, on se dit c'est très bien parce qu'on dispose d'un dispositif qui crée un champ magnétique uniforme. Alors malheureusement, cette méthode présente des inconvénients parce que en fait, le solénoïde infini, on ne peut pas accéder facilement à la zone de champ magnétique uniforme. Vous voyez ici que, eh bien, si vous voulez faire une expérience là, en général, les spires seront tellement resserrées que ces surfaces-là ne sont pas accessibles, donc il faut passer par là. Et comme un solénoïde, il fonctionne d'autant mieux, entre guillemets, que la surface ici est petite, puisque le rayon des spires est faible, eh bien, on n'a pas une grande surface d'accès. Donc ça peut poser un problème. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas toujours les solénoïdes comme source de champ magnétique, parce que si on a besoin d'accéder à l'intérieur, ça peut poser un souci. La deuxième méthode, c'est l'aimant en U. Alors un aimant en U crée un champ magnétique permanent, qui a une structure très compliquée si on regarde la globalité du champ, hein. Par contre, il a une zone de champ ici qui est relativement uniforme entre ces deux pôles. Voilà, alors c'est une zone assez restreinte, mais si vous vous limitez à ça et que vous n'êtes pas très exigeant sur l'uniformité du champ, vous avez ici une zone de champ magnétique relativement uniforme, ce qui peut permettre de faire des expériences simples. Par contre, à l'extérieur, c'est tout à fait faux, c'est plus compliqué que ça. Et enfin, la méthode la plus importante que j'ai gardée pour la fin, c'est ce qu'on appelle les bobines de Helmholtz. Alors les bobines de Helmholtz, c'est ceci, que j'ai placé sur le schéma suivant. Alors, bon, vous pouvez avoir le dessin complètement sur le polycopier, hein. Je vous montre directement ce que c'est. Ce sont deux bobines. Voilà, alors ici, ce sont deux solénoïdes, mais avec plein de spires qui sont suffisamment serrés. On peut considérer que c'est des super bobines, entre guillemets. C'est juste des spires nombreuses. Et on met deux distributions comme ça. Ces deux petites bobines ont pour rayon R, et on les sépare sur un axe de la distance R. Et ça, on peut montrer théoriquement que c'est une configuration intéressante en physique, puisque le champ créé par la première bobine, celle de gauche, ce sera le champ jaune ici. Le champ créé par la seconde bobine, ce sera le champ vert, si évidemment elles sont alimentées toutes les deux par un courant dans le bon sens, hein, pour que les champs B s'ajoutent. Et en fait, le principe de superposition va nous dire que le champ résultant, ce sera le champ 1 plus le champ 2. Et quand on le trace, on voit qu'il y a une zone, un peu après la première bobine jusqu'à un peu avant la deuxième, pour laquelle le champ magnétique est remarquablement uniforme, en norme comme en direction, sur l'axe, et même un peu à l'extérieur de l'axe, en fait, quand on fait l'étude complète. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que vous voyez ici, si on trace les lignes de champ entièrement, il y a même des petits vecteurs de tracé, eh bien, vous avez la première bobine et la deuxième bobine, et puis ça fait un petit peu finalement comme un solénoïde, avec finalement beaucoup moins de problèmes expérimentaux, parce que là, vous pouvez accéder à l'échantillon que vous avez placé dans la zone de champ magnétique par un peu tous les bords, hein. Voilà. Donc cette disposition-là est très très utilisée. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait l'expérience où on voyait la trajectoire des électrons dans un champ magnétique. Vous savez, il fallait être complètement dans le noir, et puis on voyait bien les électrons qui avaient des trajectoires un petit peu bizarres, parce qu'on voyait, c'était pas les électrons, mais on voyait leur trajectoire. Eh bien, en fait, le champ magnétique était créé par deux bobines de Helmholtz, comme ça, pour s'assurer que, en fait, l'ampoule dans laquelle les électrons voyageaient était dans cette zone-là. Donc on avait un beau champ magnétique uniforme ici. Voilà comment on fait pour créer un champ magnétique uniforme de façon générale. Un petit complément à la vidéo pour vous montrer qu'il existe sur Internet des outils qui permettent de simuler des champs magnétiques. Alors là, c'est un modèle assez complet, hein, c'est Falstat que vous avez déjà vu en électricité. Donc il y a sur ce site en fait une petite application de génération de champs magnétiques. Alors on peut faire beaucoup de choses. Là vous voyez par exemple, si je vais dans ligne de courant, donc c'est simplement un fil. Voilà, je peux afficher un peu tout ce que je veux. Alors là j'ai fait les lignes de champ, mais ça peut être les vecteurs champs magnétiques. Hein, vous voyez, par exemple, si on voit au-dessus, on voit clairement que les champs magnétiques, vous voyez, tourbillonnent au-dessus du fil. Ça se voit très très bien. Alors, ça se voit moins bien ici, mais là, j'ai fait en fait
un slicing, donc juste une coupe. Mais si j'en mets pas, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à voir, hein. C'est voilà, vraiment plus difficile parce que c'est difficile de représenter des champs de vecteurs en 3D. Mais si on fait une coupe, eh bien, surtout une coupe suivant Z, là ici, hein, autour du fil, on voit clairement la structure. Donc voilà. On peut aussi représenter les lignes de champ si on veut, comme ça. Donc là, vous voyez clairement les choses. Bon, on peut aussi changer la densité de lignes de champ, par exemple, en mettant un petit peu plus, vous voyez. Voilà. Bref, ça permet comme ça de simuler des choses. Alors, il n'y a pas que finalement la ligne de courant ou le fil infini, puisque ça c'est un fil infini en fait. On peut simuler beaucoup d'autres choses. Alors, je vous laisse finalement regarder hein, tout ce qu'on peut faire. Par exemple, ici, j'ai fait deux spires, pardon, deux spires concentriques, hein, un petit peu comme les bobines de Helmholtz, puis une coupe. Donc, vous voyez, les lignes de champ ici ont la structure. Alors, en fonction de la séparation, vous voyez que si elles sont trop séparées, les lignes de champ sont pas très parallèles au centre. Par contre, si je les rapproche, eh bien, il y a une situation où j'ai vraiment des lignes de champ parallèles. Donc là, on est quasiment dans la situation du type bobine de Helmholtz ici, hein, au centre, avec un champ magnétique relativement uniforme. Donc vous voyez, ça permet de faire beaucoup de choses. Alors je peux vous le faire en 3D pour que vous voyez finalement que c'est assez difficile de voir quoi que ce soit en 3D sur ce genre de choses, donc il faut faire des coupes. Mais enfin, le nombre de choses qu'on peut faire est vraiment impressionnant. Donc vous pourrez aller regarder sur le site, hein, je vous mettrai l'adresse sur la vidéo. Voilà.